Voilà, page 18 du polycopier 3.2. Facteurs limitants dans une réaction chimique. Sujet important à bien comprendre, pas d'une grande complexité, mais il faut prendre le temps de bien comprendre cette notion. Alors, l'idée sous-jacente à ceci, c'est effectivement tout d'un coup les réactions entre réactifs ne correspondent pas à des rapports stoichiométriques. Je m'explique. Si vous avez, je prends par exemple la réaction de H entre le gaz hydrogène et le gaz oxygène, vous savez peut-être que c'est 2H2 plus 1O2 donne 2H2O. Vous entendez bien qu'il faut 2H2 pour 1O2. Eh bien, c'est assez rare et c'est même des fois assez difficile de venir exactement avec 2H2 pour 1O2. Donc, vous avez l'impossibilité de faire réagir la totalité des réactifs. Il restera des réactifs après réaction parce qu'il n'y avait pas simplement de l'autre réactif pour réagir. Voici la notion du facteur limitant. Allons plus en détail ici. Je prends le cas d'un mélange de 1 mole de CH4 et 1 mole de O2. L'équation est la suivante. Un méthane, un CH4, plus 2O2 donne un CO2 plus 2H2O. C'est-à-dire que si vous avez un CH4 en possession, il vous faudra 2O2 à disposition pour faire réagir le tout. Ici, la donnée est la suivante. 1 mole de CH4 à disposition et 1 mole de O2. Donc, il y a non-respect des rapports stoichiométriques. Et donc, c'est là qu'on arrive dans cette situation de facteur limitant. Il y a un facteur qui va limiter la réaction dû à sa quantité inférieure stoichiométriquement à l'autre. C'est lui, le facteur limitant, celui qui limite. Et l'autre, celui qui sera en suffisance, même plus qu'en suffisance, sera dit en excès. Alors, comment identifier? Parce que, naturellement, nous ne pouvons pas comparer le nombre de moles simplement, parce qu'il y a toujours les coefficients stoichiométriques qui vont jouer un rôle, et je peux vous garantir que c'est une source d'erreur qui peut être traînée jusqu'en 3e année. Il faut ici bien prendre le temps de comprendre finalement comment identifier qui est le facteur limitant. Alors, je vous suggère la chose suivante. Nous prenons par exemple une mole de CH4. Une mole de CH4 et une mole de O2. Alors, si nous avons une mole de CH4, combien nous faut-il de moles de O2? Alors, je vous rappelle que pour passer de là à là, vous devez multiplier ce nombre de moles par le rapport 2 sur 1, fois 2 sur 1. Donc, une mole fois 2 sur 1, ça veut dire qu'il vous faut, si vous avez une mole de CH4, 2 moles de O2. Eh bien, vous n'en avez pas de moles de CO2. D'accord? Donc, ce cheminement-là n'est pas possible. Par contre, si nous regardons ce cheminement de là à là, vous avez une mole de O2 à disposition, vous voulez savoir le nombre de moles de CH4 que vous avez besoin pour faire réagir ces 1 mole, alors vous multipliez ce 1 mole par le rapport 1 sur 2 par 1 demi, et vous trouvez qu'il vous faut 0,5 mol de CH4. Et ça, vous les avez dans le réservoir des 1 mol. Donc, ce chemin est possible, d'accord? Possible. Et ce chemin n'est pas possible. Donc, si le chemin est possible, c'est lui le facteur limitant. Ça veut dire qu'en fin de réaction, lui sera consommé entièrement, il restera ceci, et puis, à partir du facteur limitant, vous pouvez déduire ce qui va se passer dans la réaction. Je prends le cas, par exemple, du CO2. Quelle est la quantité de CO2 produite par la réaction? Eh bien, vous avez 1 mole, c'est le facteur limitant, c'est lui qui va réagir entièrement. 1 mole va se transformer en fois
une demi, 0,5 mol de CO2. Une mole de O2 complètement réagi va former 2 sur 2, une mole de H2O. Et là, faites attention s'il vous plaît, une mole de O2 va nécessiter 0,5 mol de CH4. Vous en aviez une mole initialement, vous en consommez 0,5 mol, alors il vous reste, après réaction, 0,5 mol qui étaient en excès, qui n'ont pas réagi, qui n'ont pas participé à la réaction, 0,5 mol de CH4. Le nombre de moles d'O2 est de 0 après réaction, parce qu'il a complètement été consommé. Le nombre de moles de H2O apparu est de 1. Et le nombre de moles de CO2 est de 0,5. Nous appliquons cette logique dans un deuxième cas. Prenons comme exemple la réaction utilisée pour identifier les roches calcaires. Donc, comme l'exemple de la vidéo précédente, les roches calcaires sont donc des roches contenant du carbonate de calcium, du CaCO3. Donc là, nous mélangeons une solution contenant 9 grammes d'HCl et 11 grammes de CaCO3. Donc une solution acide et contenant du carbonate de calcium. Qui est le limitant? Alors, nous devons faire les choses naturellement de manière procédurale. Première chose, trouver les coefficients stoichiométriques. Vous savez qu'il y a 2 HCl qui va réagir avec un CaCO3 pour obtenir un CaCl2, un CO2 et un H2O. Maintenant, la masse de CaCO3 que vous avez à disposition initialement est de 11 grammes. La masse de HCl que vous avez initialement est de 9 grammes. Nous déployons ces informations en moles et nous réalisons que nous avons en fait 0,1099 moles de CaCO3 et nous avons 0,247 moles de HCl. Et à ce moment-là, vous devez identifier qui est le limitant. À nouveau, je vous propose la chose suivante. Vous prenez au hasard le HCl. Alors, vraiment, intuitivement, vous les aurez toujours, mais il faut donc faire toujours attention aux coefficients stoichiométriques. Si vous avez 0,247 moles de HCl, si vous voulez faire réagir l'intégralité de ce HCl par du CaCO3, il vous faut multiplier ceci par une demi. Ceci par une demi. Et si vous multipliez ceci par une demi, vous obtenez 0,1235 moles. Et vous ne les avez pas. Donc, cette voie-là n'est pas possible. La voie inverse, par contre, vous prenez ces 1,099 moles de CaCO3, vous voulez savoir le nombre de moles d'HCl qui nécessite la réaction avec cette quantité de moles de carbonate de calcium. Vous multipliez donc ce nombre de moles par 2, divisé par 1, par 2, et vous obtenez 0,2198. Et ceci, vous les avez dans ce réservoir. Donc le facteur limitant, donc cette voie-là est possible, donc c'est lui le facteur limitant. C'est celui qui va limiter la réaction et nous réalisons que ceci sera donc en excès, pas de beaucoup, mais il sera légèrement en excès. Alors à partir du moment où on a trouvé le facteur limitant, nous pouvons déployer l'information. Là, j'ai simplement utilisé le nombre de moles. Donc quelle quantité de CaCl2 peut-on obtenir? Eh bien, la quantité de moles, j'ai pris les moles par simplification. Le nombre de moles de CaCl2 que nous allons former au mieux, c'est 0,199 fois 1 sur 1, donc 0,199 moles. Nombre de moles de CO2, pareil, fois 1 sur 1, donc 0,1099 moles de CO2. Le nombre de moles d'H2O sera pareil. Et surtout, faites attention, le nombre de moles de HCl résiduel qui reste en solution, qui n'aura pas été impacté par la réaction, sera quoi? Sera ce nombre de moles
fois 2 sur 1. Donc ce nombre de moles fois 2, ça c'est le nombre de moles de HCl qui a réagi. Celui-là, c'est le nombre de moles initial. Donc ceci moins ceci, c'est le nombre de moles qui reste en solution. En conclusion, après cette réaction, nous avons identifié que ceci est le facteur limitant. Le facteur limitant nous dit que le nombre de moles de CaCl2 qui va être produit, c'est 0,1. Le nombre de moles de CO2, c'est 0,1. Le nombre de moles d'H2O, c'est 0,1 mol. Et le nombre de moles de CaCO3, de carbonate qui reste en solution, sera nul. Et par contre, le nombre de moles de HCl qui sera encore en solution, c'est le nombre de moles initial dans le réservoir initial, moins ce qui a réagi. Donc le nombre de moles de CaCO3 fois 2. Et ceci va nous donner donc 0,027 moles, ou 27,2 millimoles. Voici.